Bonjour à tous, merci de suivre cette vidéo aujourd'hui, donc ce webinaire sur l'accessibilité et la technologie, justement, donc tout ce qui en est avec la commande oculaire d'Iris Bond et la communication inclusive. Alors, je tenais à m'excuser pour la fois passée, justement, le webinaire qui était prévu, donc on a eu quelques petits soucis de réseau, ce qui fait qu'on n'a pas pu vraiment faire ce webinaire. Merci à Thierry d'avoir pris un peu le relais pour essayer de tenir un petit peu tout le monde le temps que je trouve une solution. Bon, ça n'a pas été le cas, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on enregistre et qu'on vous envoie par la suite ce webinaire. Alors, du coup, pour commencer, donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Walid Hamidi, je suis référent produit solution CA pour la société Iris Bond, qui est fabricant de commandes oculaires. Donc, je travaille sur tout le territoire français. C'est moi qui accompagne, forme, vend le matériel. Et du coup, je vais laisser Thierry se présenter. Thierry Danigo, ergothérapeute ayant travaillé de très nombreuses années au réseau Nouvelles Technologies de l'APF, aujourd'hui devenu le Tech Lab, dont on vous dira un petit mot tout à l'heure au niveau des prêts de matériel. Nickel, merci Thierry. Alors, le but aujourd'hui, c'est de voir justement comment le regard peut être un moyen naturel d'interaction, justement, et de communication. Donc, comme je vous l'ai dit, la société Iris Bond, donc c'est une société qui fabrique des commandes oculaires. On est aujourd'hui une quarantaine du coup présents sur la société. La société est espagnole, elle est basée à San Sebastián et bon, du coup elle travaille vraiment à l'international. Donc aujourd'hui, petit sommaire, donc on va voir principalement donc, le Hiroo sous Windows et sous iPad, les différentes situations et contextes où on va pouvoir utiliser justement la commande oculaire, et ensuite une petite partie sur la CAA, la communication alternative est améliorée. Là, le but, c'est vraiment d'avoir une petite approche. On ne va pas rentrer dans le détail de ce que c'est la CAA, de comment créer des pages, etc. C'est avoir une approche de la communication alternative améliorée en lien avec la commande oculaire. Donc, pour commencer, une petite vidéo de présentation. Hop. Là, vous allez voir en fait Gemma, qui est la première utilisatrice de la commande oculaire d'Iris Bond. Je vous montre un petit peu comment elle utilise la commande oculaire. Aujourd'hui, Gemma, c'est une jeune qui a créé sa propre association. Une commande justement grâce à la commande oculaire. Depuis pas de commenter puisqu'on n'a pas de retour son. Il y aura un retour son par la suite. Donc voilà, vous avez pu voir justement comment utilise Gemma la commande oculaire. Elle l'utilise pour son contrôle d'environnement, elle l'utilise pour pouvoir communiquer, elle l'utilise pour aller sur les réseaux, etc. Alors, la commande oculaire d'Iris Bond, elle s'appelle Hiroo. C'est la première commande oculaire à être multiplateforme, c'est-à-dire c'est la première commande oculaire à fonctionner à la fois sous Windows et sous iPad. Comment va fonctionner la commande oculaire? Vous allez avoir justement des petites laines infrarouges ici, de chaque côté, qui vont permettre de capter le regard. Vous allez avoir une petite caméra à ce niveau-là pour pouvoir visualiser la personne. Un voyant de détection, donc ça va être un premier feedback qu'on a mis en place justement pour que les aidants puissent savoir si le regard est bien capté ou non. Cette petite LED, bien sûr, on va pouvoir la désactiver. Ça, je vous montrerai par la suite. Et vous allez avoir du coup ici un petit bouton de calibration qui va vous permettre de cliquer dessus et de lancer le calibrage directement sans avoir à passer par les options ou le paramétrage. Donc, on a vraiment travaillé pour avoir une conception intuitive du matériel. On l'utilise pour la CA sans difficulté. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau logiciel, on a des mises à jour qui se mettent assez souvent. Donc, tous les 2 à 3 mois, on a à peu près des mises à jour. Je vous montrerai par la suite justement comment le faire. Parce que j'ai pas mal de retours de personnes qui me disent on ne sait pas trop comment ça se passe pour les mises à jour.
vous en faites pas, on va voir tout ça ici. Ensuite, on va avoir du coup la coque Oscol. Donc, c'est vraiment la coque qui va permettre d'accueillir la commande oculaire et la tablette. Donc, on va fonctionner soit sous Windows, soit sous iPad. Aujourd'hui, pour l'iPad, vous allez voir qu'on a une nouvelle version de coque qui a quelques fonctionnalités supplémentaires, qui s'appelle justement Versailles. Et du coup, dans cette coque, on va avoir ici, comme vous pouvez le voir, une petite enceinte intégrée. On va avoir une batterie en bas pour pouvoir avoir plus de temps d'utilisation. Le petit bras ici pour pouvoir le poser au niveau de la table. Et on va avoir même une entrée jack pour pouvoir brancher des contacteurs. Le fait d'être multiplateforme, qu'est-ce que ça va vous apporter clairement? Là, on va être sur la possibilité d'avoir accès à plus d'applications, que ce soit sous Windows ou sous iPad. On ne va plus être bloqué à un seul système, à un seul environnement. Pour les aidants, pour les professionnels, c'est l'occasion justement de pouvoir tester plus de possibilités. Et donc, du coup, vous allez avoir plus de flexibilité et de personnalisation. Parce que vous allez pouvoir vraiment personnaliser le matériel en fonction de vos besoins. Vous avez l'habitude d'utiliser telle ou telle application, il n'y a aucune difficulté. Vous allez avoir accès aux outils d'accessibilité intégrés à chaque système. Qu'est-ce que ça veut dire? L'accessibilité sous Windows et sous iPad n'est pas la même. Vous allez donc du coup pouvoir paramétrer en fonction de ce que vous souhaitez. Sous iPad, c'est vrai qu'on aura un peu plus de personnalisation au niveau des fonctions d'accessibilité. Et sous Windows, vous en avez déjà pas mal existantes. Justement, Thierry, il a déjà eu l'occasion de pouvoir commenter les options d'accessibilité quand il était au Tech Lab. Je ne sais pas si Thierry, tu souhaites en parler rapidement. Non, continue de... Alors, ensuite, on va avoir du coup moins d'obstacles et plus de compatibilité. Donc, comme je vous l'ai dit, plus de difficulté de passer de l'un à l'autre. Et le choix. Parce que du coup, là, on donne vraiment la possibilité aux personnes de pouvoir choisir ce qu'elles veulent. Les bonnes pratiques. Bon, qu'est-ce que ça va être? S'assurer que l'eye tracker est aligné avec l'écran. Voilà. Vérifier le positionnement devant l'écran. Effectivement, il faut que la personne elle soit devant l'écran pour pouvoir l'utiliser. Éviter la lumière directement sur l'eye tracker. Pourquoi? Parce que l'eye tracker, la commande oculaire, c'est une grosse caméra. Donc, comme sur vos appareils photo, quand il y a trop de lumière qui vient sur la caméra, on ne voit plus rien. Là, du coup, le but, c'est vraiment de pouvoir utiliser la commande oculaire au mieux. Donc, même à l'extérieur, vous allez pouvoir l'utiliser. Or, attention du coup au positionnement que vous aurez face au soleil, mais du coup, elle est utilisable aussi à l'extérieur. Évitez d'exposer vos yeux à la lumière directe. Donc, pareil, pour éviter déjà d'être gêné, parfois les réflexes au niveau des pupilles, c'est qu'on va fermer les paupières. Et ensuite, une chose anodine, nettoyer les lunettes. Effectivement, l'encrassement des lunettes fait que parfois, le captage du regard n'est plus vraiment optimal. Donc, c'est ça, Thierry. On n'oublie pas de nettoyer les lunettes. Au niveau du positionnement, alors, le héros doit se trouver à peu près 55-60 cm du visage. Donc, c'est à peu près la longueur d'un bras. Le haut de l'écran dans l'axe des yeux. Donc, pour avoir vraiment le meilleur positionnement possible. Et ensuite, l'écran doit être parallèle au visage et avoir le même angle. Partons du principe qu'une personne qui a un positionnement assez particulier ou elle a plutôt la tête sur le côté, du coup, on n'hésite pas à vraiment tourner l'écran pour avoir quelque chose vraiment en face de la personne. Bon, déjà, pour elle, ce sera plus agréable parce qu'elle verra vraiment tout en parallèle. Et ensuite, pour son suivi du regard, ce sera aussi plus optimal. Au niveau après du positionnement, ici, vous voyez qu'on a différentes possibilités. Donc, nous, effectivement, on déconseille un petit peu l'utilisation directement comme ça sur la table parce qu'au niveau ajustement, c'est pas vraiment ce qu'il y a au top. Maintenant, rien ne vous empêche d'essayer. Vous verrez que le captage du regard peut être possible et que vous allez pouvoir l'utiliser dans certaines situations. Par la suite, du coup, on va vous demander d'adapter le système. Donc, du coup, là, on voit directement qu'on a redressé, remonté un peu le matériel. Et ensuite, le fait de l'avoir vraiment en parallèle. Donc, c'est vraiment toutes ces options, toutes ces possibilités de positionnement qui font qu'on va pouvoir capter plus ou moins bien, justement, le regard. Le héros sous Windows. Donc, je vais vous parler un petit peu du fonctionnement sous Windows. On utilise un logiciel qui s'appelle EasyClick. Ce logiciel, quand vous le lancez, vous avez deux possibilités. Soit vous avez un accès sur un utilisateur assisté, soit un accès sur un utilisateur autonome.
L'utilisateur assisté, vous allez avoir ce menu-là qui apparaît du coup à l'écran. En cliquant sur le petit bouton rouge, enfin sur le petit œil rouge ici, vous allez refermer du coup le menu. Le petit œil rouge, c'est un indicateur, c'est le même feedback que la petite lettre blanche juste avant, si vous vous souvenez bien. Il passe au vert dès que le regard est capté. Vous allez ensuite avoir la fenêtre de positionnement. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez avoir du coup cette fenêtre qui apparaît, où vous allez pouvoir voir le visage de la personne ou l'avatar. Toujours ici avec la petite fenêtre de positionnement pour savoir si on est trop près ou trop loin de l'écran. Un bouton de calibration. Donc vous lancez le calibrage en cliquant dessus, ça nous fait une calibration d'un point. Le bouton pause, donc vous mettez en pause complètement le suivi du regard. Ici, le bouton clic, donc vous activez ou désactivez le clic. En fonction de ce que vous mettez en place, vous allez avoir différentes possibilités. Soit vous mettez en place des petits jeux de relations cause à effet, soit pour commencer justement sur certaines petites grilles de communication. Donc, vous allez pouvoir activer ou désactiver le clic. Et ensuite, on va passer au niveau des réglages. Et alors là, ici, c'est vraiment pour fermer entièrement le menu qui apparaît dans la barre des tâches en bas. Et là, fermer, c'est fermer complètement l'application. Donc, les plus grosses caractéristiques justement qu'on va avoir sur EasyClick au niveau du calibrage, ça va être la personnalisation, ça va être le calibrage pas à pas, parce que du coup, on va pouvoir avancer pas à pas sur le calibrage, donc appuyer quand on pense que la personne regarde à peu près le bon point. Là, c'est vraiment quand on est en grosse difficulté d'intention. Le calibrage invisible, donc on va pouvoir mettre une image à l'écran, mais juste une image, et demander à l'enfant ou à l'adulte en fait de regarder cette image. Une fois qu'il a regardé, bah, du coup, on fera une calibration d'un point sur le centre de l'écran. Ensuite, bah, du coup, là, vous avez le petit bouton de calibrage. Petit rappel, or le bouton n'est pas accessible avec les yeux. Il est accessible seulement via le tactile ou la souris. Quand on va dans les paramétrages, voilà comment se dessinent un petit peu les réglages. On va avoir du coup, dans un premier temps, le profil. Donc, on va avoir le profil d'utilisateur dans lequel on va pouvoir créer différents profils. Et c'est là où le paramétrage, justement, rentre en jeu. On va avoir du coup différents modes de contrôle, soit sur l'œil gauche, l'œil droit ou les deux yeux, en fonction des différentes pathologies, nystagmus, strabisme, etc. On aura l'occasion de revenir justement sur toutes ces pathologies un peu plus tard. Et ensuite, on va avoir justement, dans un premier temps, le mode de clic. Donc Thierry, je te laisse enchaîner là-dessus, si tu veux bien. Voilà, donc le premier mode d'interaction avec le kilomètre IRU proposé est le clignement d'un ou deux yeux. Il est important de rappeler que Irisbond est la seule commande actuellement sur le marché français qui propose ce mode de validation et qui est particulièrement intéressant pour certaines pathologies, notamment les maladies dégénératives et les maladies fatigables. Alors, le clignement est très important parce que c'est très intuitif. Il nécessite peu d'efforts moteurs. Si vous faites l'expérience de placer la pulpe d'un doigt au-dessus, en dessous, sur le côté des yeux, vous sentirez l'absence de déplacement de la peau et une grande facilité de validation. Important sur cette photo, issue du site Irisbond, la personne cligne d'un œil, et c'est un peu plus difficile de valider en clignant d'un œil parce que ça nécessite une meilleure coordination au niveau neurologique. Alors, en sélectionnant le mode de clignement de paupières, il conviendra de régler le curseur, c'est une temporisation en fonction du clignement réflexe, il faut forcément qu'il soit supérieur, et en tenant compte surtout du confort de l'usager. Voilà pour le clignement, très rapidement. Le deuxième mode, c'est le mode de clic automatique. C'est le plus ancien des modes d'assistance proposés aux personnes qui présentent des difficultés à cliquer. Il génère une action choisie au sein du bandeau, donc pas forcément que l'action de clic gauche, ça peut être d'autres actions comme faire apparaître la loupe, scroller une page web, après stationnement du curseur pendant une durée que vous allez paramétrer. On peut choisir, depuis le bandeau, d'exécuter une seule fois cette action ou la répéter en mode continu. Alors, cette méthode du clic automatique a des avantages et des inconvénients. Sur une page statique, par exemple, un panneau de communication alphabétique connu de l'utilisateur, elle va permettre d'enchaîner rapidement, avec une certaine cadence, la sélection des caractères.
À l'inverse, bien sûr, sur une page non connue, comme par exemple une page web, ça va nécessiter un certain temps de lecture pour savoir où on va arrêter le curseur pour déclencher un clic sur un lien, une photo, etc. Donc ça va nécessiter de fréquents allers-retours vers le bandeau pour aller chercher l'information souhaitée. En règle générale, le clic automatique, on l'utilisera qu'en cas de nécessité, car les utilisateurs préfèrent déclencher volontairement les actions plutôt que les voir se déclencher à une fréquence décidée par la machine. Troisième mode, c'est le mode contacteur. Alors, il n'est pas rare que des personnes présentant une pathologie sévère, dégénérative même, aient conservé une motricité faciale ou des extrémités, des doigts, permettant une action volontaire sur un contacteur sensible nécessitant peu de force, peu d'amplitude de mouvement. Auprès d'autres utilisateurs, par exemple les personnes IMC, l'utilisation de contacteurs externes est souvent possible à la condition de veiller que le regard ne quitte pas la cible souhaitée lors de l'action sur le contacteur. Une fois choisi ce mode, vous verrez apparaître l'image au centre de l'écran qui invite à appuyer sur le contacteur qui devra bien sûr être connecté à une interface USB destinée au contacteur. Vous voyez ici l'interface Itch de chez AbleNet qu'on rencontre assez fréquemment en établissement. Pour les besoins d'un utilisateur en particulier, on choisira une interface plus petite, sans câble, comme par exemple ici le BG. Donc c'était BG Adaptaciones, aussi une marque espagnole qui s'est rebaptisée en Kinera, qui permet directement le branchement de un ou deux contacteurs sur sa façade. Après, n'hésitez pas aussi à partir sur des contacteurs Bluetooth, qui reste une possibilité. Et sur ces contacteurs Bluetooth, vous avez la possibilité aussi parfois de brancher des contacteurs filaires. Donc ça reste aussi possible aujourd'hui. Thierry, c'est bon pour toi? Oui. Nickel. Alors, voilà une petite vidéo justement pour vous présenter un petit peu le fonctionnement. Donc là, tout bonnement, on va chercher déjà à se positionner. Le but, c'est d'être à bonne distance, l'avatar des yeux au milieu de l'écran. Et une fois que c'est bon, on lance le calibrage. Le calibrage, qu'est-ce que c'est tout bonnement? C'est un point qu'on va suivre à l'écran. On va pouvoir choisir soit un calibrage en un point ou en 5 points sur le mode assisté. Et sur le mode autonome, on va pouvoir aller chercher justement plus de précision avec les 9 et les 16 points de calibration. Et là, du coup, on va avoir déjà un calibrage en 5 points. À la fin de ce calibrage, on va avoir un bilan, un premier bilan en fait oculaire qui va nous donner un pourcentage ainsi que des couleurs. Donc ce pourcentage représente le taux de réussite justement sur la fixation et le positionnement sur le point. Une fois qu'on a fait le profil et le calibrage, ce qui nous reste à voir ici, ça va être principalement les paramètres du Hiroo. Quand je parle des paramètres du Hiroo, donc ça va être soit d'activer ou de désactiver la petite LED blanche, soit de paramétrer le petit bouton ici de calibration qu'on a vu tout à l'heure, sur lequel je vais pouvoir lui demander de mettre soit la dernière calibration qui a été faite, soit une calibration en un point ou en 5 points. Vous avez ensuite ici, bon, les à propos, ça représente les informations de la société. Utilisation de l'application, c'est là où on va aller pour passer sur le mode autonome, qu'on va présenter juste après. Et les langues, bah, voilà, c'est possibilité de traduire en différentes langues. Le mode autonome. Donc ici, vous allez avoir ce menu qui apparaît. Dans ce menu, on va avoir différentes fonctionnalités. Donc là, maintenant, le menu est entièrement accessible avec les yeux. Dans ce menu, vous allez avoir du coup la possibilité de déplacer ou de monter le menu en haut et en bas de l'écran. Vous allez retrouver les différentes fonctions clic de la souris. Donc le clic gauche, clic droit, le double clic. Le zoom. Donc une fois qu'on clique sur le zoom, ici on va avoir la possibilité de choisir le clic qu'on souhaite effectuer. Donc avec le zoom, on va avoir une grosse bulle qui va apparaître à l'écran dans laquelle on va pouvoir se déplacer. Et en fait, après, on va zoomer vraiment en précision là où on souhaite cliquer. La fonction scroll, donc c'est la roulette de la souris pour pouvoir défiler sur différentes pages. Le maintenu et faire glisser, donc si je souhaite dessiner, si je souhaite déplacer par exemple une icône sur le menu, donc je vais pouvoir utiliser cette fonction-là. Le clic continu, donc je vais pouvoir cliquer en continu et naviguer sur Internet sans avoir à chaque fois à revenir au menu pour choisir ma fonction clic.
Le curseur souris, donc là, vous allez avoir le curseur souris pour pouvoir, par exemple, présenter ou bien pour pouvoir tracer, en fait, quelque chose sur différents jeux, etc. Vous allez avoir un clavier qui apparaît, donc le clavier qui est ici, on va pouvoir jouer sur la hauteur et la largeur, justement, du clavier. Fonction de calibrage, les paramètres, et ensuite le bouton pause. Donc là, quand j'appuie sur le bouton pause, le menu disparaîtra et le bouton sera en transparence. Ici, vous avez une petite barre rouge. Donc cette barre rouge, comme vous vous le doutez, c'est l'équivalent de l'œil rouge et de la petite lettre blanche. Donc c'est toujours le feedback qui nous permet de savoir si le regard est toujours bien capté. On va du coup maintenant passer à la fonction pause. Donc, je laisse du coup Thierry prendre le relais là-dessus. La fonction pause est une fonction essentielle en matière de commande oculaire, surtout quand celle-ci est associée à un mode de sélection par clic automatique, ce qui gèlera les déplacements du curseur et les actions de clic. Elle permet la fonction pause à l'utilisateur de se reposer, d'observer son écran avant de poursuivre son travail, ou de vaquer temporairement à une autre tâche, répondre à un aidant, etc. Alors, en mode utilisateur pro, la fonction pause est proposée dans le bandeau d'EasyClick, nécessitant un aller-retour, ici dans le cercle vert, vers le bouton pour activer et désactiver la fonction. En mode utilisateur débutant, la touche pause n'est pas accessible par l'utilisateur, mais par l'accompagnant. La suivante. Alors, nous voyons ici la possibilité au sein de l'interface graphique utilisateur pro de personnaliser le ruban pour ne laisser apparaître que certaines fonctions. Ici, uniquement le clic gauche, la fonction pause et le rappel à la fonction. Une autre astuce a été créée à ma demande par l'association ID que vous connaissez peut-être, qui a réalisé ce logiciel qui s'appelle Click and Pause, un utilitaire qui va afficher en premier plan à l'écran un large bouton, et si on voit deux images, en fait, il n'y en a qu'une, qui va passer du vert au rouge, au survol simplement. Quand il est vert, la fonction clic automatique est active. Quand on le survole, il devient rouge, la fonction pause est déclenchée jusqu'au prochain survol. Donc, dans la dia suivante, petit aparté, ce bouton que vous voyez à l'écran est dimensionnable, on peut régler sa transparence et son emplacement à l'écran. Ici, nous voyons un exemple d'utilisation au sein du logiciel de memory en ligne proposé par le site Papounet Games. Pour utiliser conjointement avec EasyClick débutant, il convient de désactiver le bouton clic du bandeau et de cliquer éventuellement sur l'œil pour pouvoir fermer cette fenêtre à l'écran. Sur la dia suivante, on va voir, vous saisissez si vous oubliez simplement association ID et dans le menu nouveau programme, vous trouverez le logiciel qui est gratuit, qui est un logiciel portable, donc il va s'exécuter sans nécessité d'installation sur la machine. Parfait. Donc une astuce intéressante pour les très jeunes enfants. Merci Thierry. Alors, du coup, pour revenir sur EasyClick, une fois qu'on retourne dans les paramètres, donc voilà l'interface qu'on aura. Donc, on va avoir le profil, le calibrage, la personnalisation, les langues et l'utilisation de l'application. Donc, comme vous voyez, on va récupérer à peu près les mêmes informations qu'on avait juste avant. Sauf que maintenant, tout est accessible avec les yeux. Au niveau du profil, donc comme tout à l'heure, on va avoir le mode de clic. Donc, on en a parlé, clignement, fixation ou contacteur, avec le temps qui est associé à chaque fois. Et c'est là où on va pouvoir justement créer différents profils d'utilisateurs. Sur chaque page, maintenant, nous aurons la possibilité ici de verrouiller justement le clic. Ce qui veut dire que la personne aura le temps de lire ce qui est à l'écran avant de cliquer. Donc, ça revient un petit peu à ce que disait tout à l'heure justement Thierry. La fonction clic, la fonction pause, pardon, à quoi elle sert? Et bien là, c'est un petit peu une fonction pause, mais du coup, sur les pages de paramétrage. Ensuite, au niveau du calibrage, donc on va récupérer comme tout à l'heure la possibilité d'avoir soit l'avatar des yeux, soit le visage de la personne pour pouvoir bien positionner justement le matériel. Donc comme tout à l'heure, je vous ai montré les différents types de positionnement. Donc voilà le retour visuel qu'on peut avoir justement sur un positionnement par exemple trop bas, où on va avoir du mal à capter justement le regard.
L'idéal, c'est vraiment d'avoir quelque chose en face de la personne. Donc, pareil, imaginons que la personne a un positionnement assez atypique, où elle aura principalement la tête baissée. Et bien à ce moment-là, effectivement, on n'aura aucune difficulté plutôt à mettre la tablette vers le bas, pour être sûr vraiment d'avoir du coup le regard capté en parallèle de la tablette. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ici, on va toujours essayer de rester dans la zone verte et entre les deux petites lignes blanches qui sont ici. Donc ça, on a un indicateur en fait qui fluctue en fonction de là où on se situe par rapport à l'écran. Pour le calibrage en mode autonome, donc du coup, maintenant, on aura le calibrage en 1 point, en 5 points, en 9 points et en 16 points. Donc, sur le calibrage en 5 points, on parle d'un calibrage standard. Donc, c'est le calibrage qu'on aura tendance à faire sur une première utilisation de la commande oculaire quand on n'a pas trop de difficultés cognitives. On va passer sur du 9 points quand on va aller chercher justement à avoir un peu plus de précision pour tout ce qui va être du jeu, de commencer à naviguer. Même pour la communication simple, déjà dans un premier temps, le calibrage en 5 points peut être utilisé. Et ensuite, pour les personnes qui ont aucune difficulté cognitive et qu'au niveau du regard, on n'a pas de grosses difficultés non plus, on n'a pas de pathologie vraiment associée, on va pouvoir partir sur du 16 points pour aller chercher beaucoup plus de précision. Quand je dis beaucoup plus, ça va être vraiment, du coup, aller sélectionner des petits zones cliquables comme des cases à cocher de QCM ou de questionnaire. Donc ça, on pourra le faire directement avec du 16 points. Au niveau de la personnalisation, donc ici, dans les réglages généraux, on va pouvoir choisir l'œil directeur, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'intensité de déplacement à l'écran, donc ici, bon, elle est mal traduite, on voit doux. Et le doux, en fait, ça représente quoi? C'est vraiment l'intensité de déplacement à l'écran. Si je veux que ce soit un peu plus faible ou un peu plus rapide. Au niveau du calibrage, on va pouvoir customiser ici un petit peu le calibrage. C'est vrai que tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais le calibrage, du coup, on peut le customiser en y ajoutant des images. Par exemple, pour des enfants, des images de dessins animés, pour des adultes, des images de la personne qui leur sont chères ou d'une star, ou voilà. Quelque chose qui va vraiment attirer l'attention quand au niveau cognitif, on a du mal vraiment à positionner son regard. Ça, on peut le faire sur la version assistée. Sur la version autonome, on pourra juste customiser la partie calibrage en changeant la couleur, par exemple, de la cible ou du fond. On va pouvoir du coup aussi changer ici la vitesse de déplacement justement du curseur. Sur le retour d'information, donc on va avoir un point de regard. Le point de regard, qu'est-ce que c'est? Ici, en haut de l'écran, on voit un petit point bleu. Donc en fait, ce petit point bleu ici, ça va être notre regard. Donc il va faire office de curseur et on va pouvoir du coup se déplacer et savoir où est-ce qu'est notre regard. Au début, ça peut être intéressant de le mettre en place justement pour les personnes qui ne sont pas trop habituées, pour les rassurer, pour savoir justement où est-ce qu'elles vont fixer. Mais par la suite, vous verrez que ça deviendra quelque chose d'automatique et on n'en aura plus vraiment besoin. On va pouvoir travailler sur la progression de l'activité, donc avoir soit différentes formes possibles et différentes couleurs. Le son de la souris, donc des feedbacks audio. Donc pour certaines personnes, certaines pathos, c'est super intéressant d'avoir ce feedback audio. Pourquoi? Pour valider une action. Juste être sûr en fait qu'une action a été effectuée et avoir ce retour sonore, ça permet justement de pouvoir faire progresser la personne. Et ensuite, ici, du coup, c'est la petite bulle qu'on aura qui fera office de curseur quand je vais sélectionner une fonction clic dans mon menu. La barre de menu, justement, on en parlait, on va pouvoir modifier la taille, modifier l'emplacement, la couleur de fond, et ensuite travailler sur la transparence. Et ici, vous avez du coup le petit bouton de la barre de menu où on va avoir toutes les fonctions qui sont présentes dans le menu. Et c'est là où je vais pouvoir ajuster et personnaliser mon menu. En fonction des capacités cognitives, en fonction de mes habitudes d'utilisation, je vais enlever plus ou moins de fonctionnalités. Comme tout à l'heure, quand tu vous l'as présenté, si je souhaite juste avoir ma fonction clic et ma fonction pause, du coup, je vais enlever tout le reste. Okay. Et ensuite, comme tout à l'heure, pour le héros, on va pouvoir activer et désactiver la petite LED blanche. Le bouton, on va pouvoir le paramétrer pour le nombre de points de calibration. Donc ça, c'était EasyClick. Et maintenant, pour la mise à jour, on va passer par un logiciel qui s'appelle Sistray. Donc, c'est un logiciel qui est gratuit. Vous pouvez télécharger. Alors, je vous conseille de télécharger en même temps que EasyClick
Comme ça, ben, on installe tout une fois et tout est opérationnel. Donc, une fois que c'est installé, on va pouvoir cliquer dessus. Donc, sur le petit œil qui apparaît ici, en général, dans la barre des tâches en bas, je fais Check Update. S'il y a des mises à jour, ben, ça va me dire ben, une mise à jour est disponible, veuillez la télécharger. Sinon, ça va marquer vous êtes déjà à jour. Voilà. Cet utilitaire, du coup, moi, je vous conseille de le regarder à peu près tous les 2-3 mois. C'est le temps, en fait, où on a des nouvelles mises à jour qui sont mises en place. Donc voilà, EasyClick, clairement. Qu'est-ce que ça va être rapidement? Donc, on va pouvoir utiliser sur les différentes versions de la commande oculaire. Donc, anciennement, on avait le Duo, aujourd'hui le Hero. On va du coup télécharger EasyClick directement sur notre site. Donc, c'est une application qui est gratuite et qui fonctionne uniquement quand la commande oculaire est branchée. Si on ne connecte pas la commande oculaire, on ne pourra pas lancer EasyClick. Les caractéristiques qu'on aura principalement sur EasyClick, ça va être le calibrage invisible, la personnalisation justement des profils, donc on va pouvoir créer différents profils. Ah oui, et chose très importante, le calibrage reste enregistré dans chaque profil. C'est vrai qu'il fut un temps où on n'avait pas la possibilité d'enregistrer le calibrage. Aujourd'hui, le calibrage reste enregistré dans chaque profil, ce qui vous permet justement de faciliter l'utilisation de la commande oculaire. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on aura comme grosses caractéristiques. Je vous laisse la page ici que vous aurez l'occasion de récupérer justement sur la vidéo et prendre un peu plus de temps d'analyser tout ça. En termes de logiciels compatibles, donc pour l'accès à l'ordinateur, donc on a EasyClick et du coup la commande oculaire sera aussi accessible avec le Windows Eye Control. Et ensuite, pour la communication, donc on a intégré à différentes applications qui sont MindExpress, Grid 3, Verbo et Optiké. Donc quand j'ai intégré, c'est qu'on va récupérer toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées tout à l'heure directement dans ces logiciels-là. Walid, quand tu dis logiciel compatible, il serait intéressant de faire la différence entre logiciels. Tous les logiciels sont compatibles à partir du moment où on a une souris guidée par les yeux. Faire la différence entre logiciel compatible et logiciel optimisé. C'est ça, voilà. Logiciel compatible, donc on va utiliser EasyClick pour pouvoir contrôler du coup différentes fonctionnalités dans le logiciel, etc. Logiciel optimisé, on n'aura pas besoin d'EasyClick, on va utiliser directement le héros dans l'application. Et donc du coup, on a besoin de rien d'autre que du paramétrage présent dans ces applications-là. Donc c'est pour ça que je dis vraiment donc intégrer, optimiser. On va dans l'application et on retrouve toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Et c'est vraiment comme ça qu'on va utiliser un maximum la commande oculaire. Ça te va, Thierry? Oui, par exemple, le logiciel MindExpress ou Grid 3 possède des réglages permettant d'aller chercher directement les paramètres, refaire par exemple un calibrage en cours d'utilisation. C'est ça. Ok, nickel, merci. Thierry, un petit mot du coup par rapport à Windows ou on peut continuer? Non, mais j'y reviendrai dans ma conclusion. Parce que je trouve qu'il est bien de commencer l'exploration de la commande oculaire à partir d'un Windows. C'est un peu plus délicat. Il y a plus d'informations à connaître sur l'iPad. C'est vrai. C'est vrai que sur l'iPad, une notion d'accessibilité. Alors, sous Windows, on a essayé de mettre en place quelque chose d'assez intuitif avec EasyClick. C'est pour ça que Thierry dit que sur l'iPad, vous verrez, il y a pas mal de fonctions. Bon, on ne verra peut-être pas tout aujourd'hui, mais je vous donnerai les plus grosses informations. Alors, sur l'iPad, on va utiliser l'Assistive Touch, donc, qui est ce petit bouton avec un menu. Donc, certaines personnes ne le connaissent pas parce qu'elles ne sont pas encore habituées justement à l'utilisation sous Apple. Et ensuite, on va utiliser l'application Hero. Dans l'application Hero, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la possibilité de calibrer, de paramétrer du coup l'œil directeur par exemple. Et on va avoir du coup le petit bouton de mise à jour. Ce petit bouton ici présent, donc c'est vraiment faire une mise à jour matérielle. Donc dès qu'il apparaît, parce qu'il n'est pas tout le temps présent, il apparaît dès qu'il y a une mise à jour. Ça fait une mise à jour matérielle, comme je vous le disais. Pour une mise à jour logicielle, ça se fera directement dans l'App Store.
Donc, petite vidéo ici pour vous présenter un petit peu l'application Hero. Donc, on va avoir sur l'application Hero, dans un premier temps, le calibrage. Donc, comme tout à l'heure, le positionnement, l'avatar des yeux, les différentes possibilités de calibration. On va ensuite avoir dans les paramètres la possibilité ici de sélectionner l'œil directeur. Alors, je mets en pause ici, pourquoi? Parce que on va principalement s'attarder sur ces fonctionnalités-là. Le petit pointeur, la LED qu'on va pouvoir activer et désactiver, l'œil directeur, et ici le paramétrage du calibrage. Ces fonctionnalités-là ici présentes, en général, je conseille de ne pas trop y toucher. Pourquoi? Parce qu'elles sont propres à l'application. Donc, on va pouvoir travailler sur le temps d'attente dans l'application, sur l'intensité de déplacement, ok. Mais une fois sorti de l'application, ces paramètres-là ne sont plus valables. Ce seront les paramètres d'application, les paramètres de l'iPad, des options d'accessibilité. Donc du coup, comme je vous le disais, voilà, on fait tout ça. Et ensuite, on a une petite activité de relation cause et effet qu'on a mis en place, où on va avoir plusieurs petits ballons à exploser. Et le premier ballon, il fera office vraiment de calibrage en un point. On expose le ballon. Et ensuite, il y a les autres ballons qui vont apparaître et le but, ça va être de les exploser. Hop. Ici, je reviens un petit peu sur le calibrage. Donc, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, on va chercher vraiment à se positionner, à avoir l'avatar au milieu de l'écran. Ici, le petit curseur entre les deux lignes. Et on lance, du coup, le calibrage. Le calibrage, du coup, standard, 5 points pour utiliser la commande oculaire au début, sans difficulté. Et vous allez voir, une fois que c'est fait, donc tout à l'heure, je vous ai parlé du bilan. Donc, il y a un bilan oculaire qui est effectué. Et là, ici, on va aller un peu plus dans le détail. Donc, sous Windows aussi, on l'a, bien évidemment, sur la version autonome. On va avoir un bilan sur chaque œil. Donc, l'œil de gauche, l'œil droit ou les deux yeux. Ce qui fait que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir décider quel sera l'œil directeur. Donc, on va pouvoir, en fonction des pathologies, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, on va analyser justement le taux de précision sur chaque œil et c'est comme ça qu'on va décider. Tac. Maintenant pour l'Assistive Touch. Alors, l'Assistive Touch, donc pour le retrouver, on va aller dans les paramètres, dans accessibilité, toucher, Assistive Touch, personnaliser le menu parent. Donc ce menu-là, en fait, on va pouvoir le personnaliser, on va pouvoir mettre jusqu'à 8 icônes maximum, et donc dans certaines icônes, on aura des sous-menus. Moi, ce que je vous conseille ici, quand vous allez personnaliser votre Assistive Touch, c'est d'avoir la fonction faire défiler pour pouvoir passer d'une page à une autre, pour pouvoir défiler sur une page Internet, d'avoir la fonction maintenir et faire glisser. Quand vous amenez au début, justement, des petits jeux, des dessins, etc., cette option, elle est super importante. La fonction toucher pour récupérer directement le clic. Vous allez voir qu'on peut mettre aussi des raccourcis. Donc là, ici, j'ai mis directement le raccourci du Hero. On peut mettre aussi un raccourci vers une application de com, etc. Appareil, dans lequel on pourra par exemple verrouiller ou augmenter le son. Donc du coup, tout ça, vous allez voir au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir mettre en place différentes choses en fonction des habitudes d'utilisation de la personne. Donc du coup, ici un petit exemple en fait d'utilisation sous iPad où on va avoir ce petit encadré qui s'appelle le déplacer vers l'élément, que je vais vous présenter juste après, où je vais du coup pouvoir sélectionner, cliquer, etc. Alors là, disons que tout à l'heure on a parlé de logiciel compatible, optimisé. Là, c'est le Hero qui est optimisé pour une utilisation sur l'iPad. Oui, Thierry? Non. Je pensais que tu voulais intervenir. Alors, on va avoir ce petit encadré, comme je vous l'ai dit, qu'on va pouvoir utiliser, donc, qui s'appelle déplacer vers l'élément. Ça va vous permettre de mieux sélectionner avec moins de précision. Qui dit moins de précision, dit du coup moins de fatigabilité. Et cet encadré, il est présent vraiment dans tous les outils Apple. Quand je dis outils Apple, c'est vraiment toutes les applications natives Apple, les notes, la météo, voilà, le paramétrage, les réglages.
Dans les logiciels de communication, comme là je vous l'ai montré, on va pouvoir l'utiliser aussi. Maintenant, sur certains jeux, on ne pourra pas l'utiliser. Donc, on va récupérer le petit curseur de base qu'on aura pour pouvoir se déplacer sur l'iPad. Les réglages, du coup, pour le héros. Ici, on va avoir la sensibilité du suivi qu'on va pouvoir, du coup, paramétrer. On va retrouver un petit peu cette sensation comme sur les fauteuils roulants. On aura la tortue et le petit lièvre. Donc, ça, les ergothérapeutes connaissent plutôt pas mal. Le contrôle d'attente, il doit toujours être sélectionné. S'il n'est pas activé, la commande oculaire ne pourra pas fonctionner. Vous allez avoir ensuite le rétablissement automatique. Le rétablissement automatique, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre de garder justement la fonction que vous avez sélectionnée sans revenir à la fonction de base qui est le clic. Les coins actifs, donc dans chaque coin de l'écran, je vais pouvoir mettre une option. Donc, par exemple, si je veux mettre un raccourci, une fonctionnalité, si je veux mettre en pause, j'ai juste à regarder dans un coin de l'écran. Ça, c'est possible. Et ensuite, je vais avoir ici le temps d'attente pour pouvoir sélectionner. Donc, du coup, là, vous allez récupérer le chemin exact pour aller sur chaque option. Donc, l'assistive touch, la temporisation, comme je vous l'ai montré, la tolérance des mouvements, le lissage du dispositif. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura ici? Le déplacer vers l'élément. Donc, comme je vous en ai parlé juste avant, on a cette option qui est accessible du coup dans les paramètres de l'iPad. On y a accès parce qu'aujourd'hui, on est certifié Apple. Donc, c'est une certification qui prend beaucoup de temps, qui est compliquée à avoir, mais une fois qu'on l'a, on débloque justement ces deux options d'accessibilité qui sont le déplacer vers l'élément et le masquer automatiquement. Masquer automatiquement, qu'est-ce que ça va être? On va pouvoir masquer le curseur, donc soit l'encadré, soit le petit pointeur qu'on aura. On pourra le masquer sans délai de temps. Et pour le faire réapparaître, il suffira de regarder un point à l'écran, le temps qu'on aura paramétré ici. Donc si je regarde par exemple 0,5 secondes, le point réapparaîtra et je vais pouvoir du coup naviguer. Et je vais pouvoir jouer du coup sur la transparence, soit le mettre entièrement invisible, soit le mettre en transparence. Rétablissement automatique, je vous en ai parlé. Donc là, ici, vous avez les informations de comment l'exécuter, qu'est-ce que c'est exactement. Les coins actifs, pareil. Et ensuite, au niveau des applications, donc nous, on va être principalement sur du Predictable, du Proloco2Go, Proloco. Alors, Télésnap et Grid. Télésnap, effectivement, on va pas utiliser. Nous, on n'est pas éditeur de logiciels de communication. Ce qui fait que nous, notre but, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Donc, j'ai des utilisateurs de la commande oculaire d'Hero qui le font utiliser sous Télésnap, par exemple. Pareil pour Grid. Grid for iPad, c'est la même chose. Donc, voilà ce qu'on aura un petit peu ici au niveau des appareils connectés. Possibilité de contrôler sa télé avec l'iPad. Possibilité de contrôler ici la lumière ou un ventilateur. Tout ça avec des prises connectées, par exemple. Donc, avec l'iPad, on a différentes possibilités. On va avoir la communication, on va avoir aussi cette partie gestion de l'environnement. Possibilité aussi de passer des appels directement avec l'iPad. Donc, soit en étant connecté à Internet, soit en associant du coup un téléphone à l'iPad. Donc voilà les différentes possibilités qu'on aura aujourd'hui. Petit comparatif entre la commande oculaire de l'iPad, ou du moins d'Apple, et la commande oculaire d'Iris Bond. Effectivement, ça a fait justement un petit peu polémique il n'y a pas très longtemps, à savoir que pourquoi acheter un matériel alors que directement dans mon iPad, je peux avoir une commande oculaire? Oui, mais non. Parce que la commande oculaire de l'iPad, elle va fonctionner comment? Avec la caméra de l'iPad. Donc, c'est pas un logiciel dédié, c'est pas un logiciel spécifique qui a été travaillé justement pour chercher cette précision dans le regard. Au niveau de la compatibilité, déjà, on va l'avoir seulement sous iPad, alors que du coup, par exemple, là, sur le Hero, qui fonctionnera sous iPad et sur Windows. Au niveau de la technologie du suivi, donc, comme je vous l'ai dit, là, on est sur une caméra, alors que nous, on fonctionne sur de l'infrarouge. Faut savoir qu'aujourd'hui, sur le marché, les commandes oculaires très performantes fonctionnent
en infrarouge. Donc, les plus gros sur le marché fonctionnent en infrarouge et c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment, c'est la technologie qui va vous permettre de capter au mieux le regard. En termes de précision, ben, on est sur une précision un peu moyenne qui est adaptée au clic simple. Si vous avez l'occasion de le tester, ben, vous verrez un petit peu la différence. Alors que sur Hero, ben, on va pouvoir travailler sur pas mal d'options en termes ben, de déplacement, de suivi, etc., pour aller chercher quelque chose de très élevé. Et c'est pour ça qu'on va récupérer même les 9 et les 16 points de calibrage pour aller chercher beaucoup plus de précision. Ben, justement, le calibrage, je viens de vous en parler. 1, 5, 9 points chez Hero, alors que sur l'iPad, on est plutôt sur du automatique et du basique. Au niveau des logiciels de CA, bah, nous, on est compatible, on est optimisé pour utiliser sous iPad. La commande de cuir d'iPad, elle va fonctionner plutôt sur certaines applications iOS, mais pas sur toutes. On aura encore pas mal de difficultés là, pour pouvoir se déplacer et sélectionner. Le public cible, bah, effectivement, c'est pour le grand public, pour les personnes qui ont déjà un iPad, qui peuvent utiliser, bon voilà. Nous, notre public, c'est vraiment les personnes en situation de handicap, les personnes qui ont besoin d'un outil performant pour pouvoir contrôler, que ce soit leur tablette, pour pouvoir communiquer, contrôler leur environnement. Thierry, tu souhaites faire un petit retour là-dessus? Juste préciser que le suivi oculaire intégré à l'iPad, c'est pas n'importe quel iPad, ce sont les iPad Pro et peut-être un autre. iPad Pro et je pense que sur iPad Air aussi, ça arrive. Moi, j'ai interrogé mes collègues du Tech Lab suite à l'apparition qui est tout à fait récente du suivi oculaire sous l'iOS 18. Il n'y a pas photo, hein, je veux dire, on est très loin d'obtenir la précision qu'on peut avoir avec de l'infrarouge. Et si vous avez la curiosité de partir de mots-clés, de rechercher des informations sur des chaînes comme YouTube, Dailymotion, vous verrez du grand public qui a testé cette possibilité. Et les avis sont plus ou moins partagés. On ne peut pas faire un travail énormément. C'est le meilleur des possibilités actuelles sous un iPad qui effectivement a une caméra et non pas un émetteur infrarouge. C'est ça. Alors, logiciel compatible. Donc, comme je vous l'ai dit, on fonctionne principalement sur Grid for iPad, TeleSnap, ProLoco, Predictable, TouchChat, GoTalk. Donc, tout ça, c'est des applications qu'on a testées, éprouvées. Et donc, du coup, bon, on n'a aucune difficulté à les utiliser. Bon, et du coup, voilà pour la partie iPad. On va passer maintenant à la partie situation et contexte. Donc, dans quel contexte, dans quelle situation on peut utiliser la commande oculaire ou à ne pas l'utiliser. Bon, je laisse Thierry, du coup, prendre la main sur cette partie-là. La partie ergothérapie, voilà. Je pense que vous allez être plus serein avec Thierry là-dessus. La partie indication, on peut la résumer d'une façon générale à toute personne qui a été en échec avec un système de pointage traditionnel, voire même solution technique adaptée. Donc et qui ne présente pas des troubles oculomoteurs ou de la vision. Donc ça concerne énormément en premier lieu des tétraplégies hautes, quand les mouvements de tête sont d'amplitude réduite ou rendus impossibles en fonction du port d'un corset. Si je précise cela, c'est que encore beaucoup de personnes confondent commande oculaire et commande par les mouvements de la tête. Pour les mouvements de la tête, il existe des solutions dédiées. Et même si les mouvements de tête sont possibles, il est tout à fait concevable qu'une personne, un utilisateur, demande à faire un test comparatif entre une souris à la tête et une commande oculaire. Dans les indications, on peut citer aussi les séquelles de traumatisme crânien, les personnes présentant des maladies neuromusculaires, les personnes présentant des maladies neurodégénératives, comme bien sûr la sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques aussi, certains accidents vasculaires, ce qu'on appelle les LIS, les Lockheed syndrome, les personnes présentant un handicap de naissance, à ne pas oublier, comme les agénésies sévères ou l'infirmité motrice cérébrale, et avec des projets moins ambitieux, mais tout aussi importants dans le domaine des apprentissages et de la communication des personnes polyhandicapées
ou certaines formes d'autisme pour lesquelles on sera tenté d'utiliser le calibrage en un point pour utiliser beaucoup de logiciels qui exploitent la relation cause à effet. Et mes collègues du Tech Lab ont affirmé dans la fiche qu'ils ont écrit sur l'évaluation du IRU que la calibration en un point allait dans certains cas jusqu'à permettre de communiquer sur des logiciels qui occupent 8 cases à l'écran. Voilà pour la partie indication. Pour les parties contre-indications, ça concerne essentiellement les troubles visuels ou neurovisuels, comme la négligence spatiale qui va limiter la perception d'une partie de l'écran. Le nystagmus, alors vous le voyez ici, excellemment représenté à l'écran, surtout quand il est bilatéral. Alors, le nystagmus n'est pas en lui-même une contre-indication absolue de la commande oculaire. Tout va dépendre de la précision du travail apporté. Si on travaille sur un logiciel grid, d'une grille de communication à partir de larges cibles, le curseur pourra se stabiliser sur la case, alors qu'on aura plus de difficultés à aller chercher un lien cliquable sur une page web. Le strabisme, quand il est bilatéral. Le ptosis, alors, il est représenté aussi par une petite image ici, c'est le manque de tonus des paupières qui peut entraîner une fermeture partielle d'un œil, surtout quand il est bilatéral. Alors, on conseille, en fonction, quand c'est la situation, de déplacer l'écran de telle façon à ce que l'utilisateur ait un meilleur contrôle visuel. Ensuite, le syndrome des yeux secs, je n'ai pas beaucoup rencontré, moi. C'est un dysfonctionnement des glandes lacrymales avec un impact sur la présence des reflets cornéens. L'application, certes contraignante, de l'arme artificielle, d'un gel de protection de la cornée, peut compenser en partie ce trouble. Après, il y a d'autres phénomènes qui peuvent altérer le bon fonctionnement d'une commande oculaire, mais on en parle de moins en moins parce que la commande oculaire s'améliore, les algorithmes s'améliorent. Je pense à l'excès de lumière ambiante. Ben, tu as dit qu'on pouvait travailler en plein air et en plein soleil. Moi, j'ai pu travailler de façon assez confortable avec une fenêtre située derrière moi, donc l'excès de lumière c'est un petit peu atténué. Par contre, les montures de lunettes, là, surtout avec des montures métalliques, peuvent perturber les reflets. Et certains traitements de verre, ou plutôt de lunettes, ne sont pas traités anti-reflets. Voilà. Concernant d'autres contre-indications antérieures, comme la couleur des yeux, le repositionnement de la personne, tout ça, c'est amélioré, par exemple, par le recalibrage en cours de session de travail. Ouais, et du coup, alors juste petit aparté par rapport au logiciel, donc tout à l'heure je vous l'ai dit, on va pouvoir gérer les directeurs. Et du coup, c'est à ce moment-là justement sur certaines de ces pathologies qu'on va choisir du coup l'œil droit ou l'œil gauche. Maintenant, attention, c'est vrai qu'effectivement, par exemple, le nystagmus, alors surtout quand il est sur les deux yeux, s'il a à forte amplitude, la commande oculaire sera peut-être pas la solution. Maintenant, rien n'empêche d'essayer. En fait, il faut bien comprendre que s'il n'y a pas un essai qui est effectué, on ne peut pas savoir justement si ça va être une solution ou non. Et c'est comme ça qu'on va effectuer du coup le bilan pour savoir quelle solution est la bonne, quelle solution n'est pas la bonne. Hop. Alors, je ne sais pas si ça déjà est à sa bonne place, mais préconisation et argumentaire, c'est essentiel quand on recherche à bâtir un dossier de financement. Et on ne le fera jamais seul, ça, on le fera avec nos collègues assistantes sociales. Alors, l'argumentaire, il doit être réalisé par un professionnel de santé, ergothérapeute si possible, de préférence, et doit satisfaire à 3 critères principaux. Essais comparatifs dans la durée sur certains, et les essais sur différents lieux de vie. Commentaires. Essais comparatifs. Pour des raisons qu'on ne va pas toujours expliquer. Certains utilisateurs auront un meilleur confort, ressenti de confort sur un Tobin Vox, disons-le, ou sur un Iris Bond. De même, et alors là, surtout, certains utilisateurs se sentiront plus à l'aise sur l'interface graphique qui accompagne la commande oculaire, préférant par exemple la disposition en marguerite du Tobin Vox ou la présentation simplifiée par bandeaux verticaux ou horizontaux
de l'iris bond. Et ça nécessite d'être essayé. Le confort d'utilisation lié à l'un ou l'autre de ces dispositifs, il doit être exprimé par l'utilisateur. Et c'est à l'ergothérapeute de pouvoir l'évaluer. Alors, bien sûr, vous allez me dire, cela nécessite une multiplication des essais et la possibilité de se procurer des matériels. On va y revenir. Deuxièmement, les essais dans la durée. Alors, les essais à domicile proposés par les distributeurs s'effectuent en règle générale sur une demi-journée, ce qui, comprenez-le bien, est largement insuffisant pour faire la connaissance du malade, installer le matériel, faire le calibrage, expliquer la gestion des clics, répondre aux questions, et surtout si le malade est de surcroît fatigable. Une solution intéressante serait de solliciter l'intervention d'un technicien ou d'un distributeur, quand celle-ci est nécessaire, à partir d'un matériel qu'on a obtenu en prêt et que le malade, permettant au malade de continuer ses essais après le départ du technicien. Enfin, les essais sur les différents lieux de vie, il est intéressant dans les argumentaires d'évoquer que vous avez sensibilisé au domicile, dans les établissements et au travail, parce qu'il y a possibilité aussi, les futurs aidants. Voilà pour cette partie. Nickel. Merci Thierry pour toutes ces précisions. On va du coup maintenant passer à la partie CA. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le but c'est vraiment de commencer à amener la CA avec la commande oculaire. Et pour ce faire, le but là, ça va être déjà d'échanger un petit peu sur l'écosystème de la démarche de CA. Donc, j'ai reprise visuelle de l'association CA à Pable. Donc, merci à Mathilde de Sucmela que j'ai rencontré justement sur le salon autonomique il y a quelques jours, qui m'a autorisé à l'utiliser. Donc, la SI, qu'est-ce que ça va être la CA? Tout bonnement, ça va être un message à faire passer. Et ça va être communiqué. Et comment on va le faire? Il va y avoir des modalités. On va utiliser différents outils, différentes stratégies pour amener cette communication. Et tout ça, ça va commencer déjà par un projet individuel de communication. Une fois qu'on a effectué ce projet, ça va être vraiment tous les professionnels de la CA qui gravitent autour de la personne. Orthophonistes, ergothérapeutes, assistants d'éducation, les fournisseurs, pour faire tous les essais, les tests, etc. Pour donner aussi un avis. C'est aussi ces professionnels-là qui vont permettre, comme Thierry vous l'a dit, de travailler sur la partie financement. À côté de ça, effectivement, il y aura besoin de formation sur les différents outils qu'on va utiliser, que ce soit en termes de matériel, donc nous, la commande oculaire, ou en termes de logiciels, donc les différents logiciels présents sur le marché. On peut les prendre en main tout seul, on peut être autodidacte, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est bien d'être accompagné, c'est bien d'être formé, parce qu'il y a différentes spécificités parfois qui demanderont de passer plus de temps. Et le but après dans tout ça, ça va être quoi? De l'utiliser dans différents environnements, dans différents contextes, pouvoir communiquer à n'importe quel moment. Donc voilà comment amener justement la communication alternative et améliorer. Thierry, tu souhaites faire un petit retour là-dessus? Non, j'avais une pensée qui m'a traversé comme ça concernant les personnes polyhandicapées. Est-ce qu'on va réellement les amener vers une communication avec des pictogrammes? Et combien de pictogrammes par page? La toute première étape, après avoir franchi la relation cause à effet, c'est très probablement de construire des cahiers de vie informatisés, avec des photos personnalisées, avec des musiques, avec des voix qui commentent les photos et des voix qui sont connues du utilisateur. Ça, c'est une piste énorme. Et peut-être qu'on y reviendra plus tard parce qu'il y a des pistes à explorer bien avant de construire des tableaux de communication. Et ça construit un projet de vie et ça participe aux apprentissages des personnes polyhandicapées, autistes, etc. Alors, justement, pour le cahier de vie, petite aparté pour Mathilde, qui vient de mettre en place justement, pour les Mathilde, parce que maintenant, du coup, elles sont deux, qui viennent de mettre en place les CAAI. Donc, les cahiers de CAA. Et franchement, c'est une superbe initiative. Alors, moi, je vous invite à aller voir un petit peu ce que ça donne, à les contacter. Donc, vous verrez, vous avez la possibilité d'amener pas mal de choses, comme Thierry vous l'a présenté, grâce à ces cahiers. Alors, donc, justement, Thierry nous parlait de comment amener la communication. D'abord, ça va passer par quoi? Ça va passer par de la stimulation visuelle. On va stimuler en fait la personne à l'écran ou avec un cahier de vie, un cahier de communication. Voilà. On va amener pas mal de choses pour stimuler la personne. Ensuite, ça va passer par des jeux de relations cause à effet.
Donc, bah, comme tout à l'heure, je vous en ai parlé, amené via différents jeux. Je vous présenterai après différentes applications. Une fois que ça s'est mis en place, bah, on va avoir le début de la communication. Attention, comme on va vous le dire, tout dépend du niveau. Donc, soit communication par grille, soit rien que bah, communication par petit cahier de vie. Alors voilà, pour dire bah, j'ai été au zoo, le zoo, j'ai vu des animaux. Donc voilà, amener tout ça justement. Une fois que la communication est mise en place, bah, on va aller sur de l'accès à l'ordinateur. Que du coup, bah, le but par la suite, si au niveau cognitif c'est possible, c'est d'avoir une inclusion dans la société. Et donc, du coup, de permettre à certaines personnes de pouvoir travailler. Enfin, travailler ou juste bah, pouvoir sociabiliser, ce qui est déjà pas mal. Thierry, ça, un retour là-dessus? Non, non, vas-y, continue. Let's go. Alors, chez Irisbond, on a créé la roue des applications. Donc, du coup, comment l'utiliser, cette roue des applications, justement? Elle est compartimentée, donc, soit par environnement d'utilisation, Windows, iPad ou les deux, soit par thématique, communication, éducation, accès à l'ordinateur. Et donc, du coup, on a vraiment essayé de répertorier pas mal d'applications que vous allez pouvoir utiliser, qui sont bah, plus ou moins optimisées pour la commande oculaire. Or, pour les utilisateurs très aguerris de la commande oculaire, vous allez même pouvoir aller sur du Fruit Ninja. Alors, pour ceux qui connaissent ce jeu, moi personnellement, l'ayant utilisé, et j'ai encore pas mal de travail à faire. Mais voilà, pour vous dire qu'on va même pouvoir aller chercher juste le taux de précision là et de réactivité en fait. Hop. Au niveau ensuite des jeux, bah, plusieurs possibilités. On aura même bah, ici les Eye Gaze Games, donc des jeux en ligne gratuits, optimisés pour la commande oculaire. Donc du coup, là, je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Un petit instant, voilà. Donc, on va sur le jeu, voilà, on lance le jeu, on a fait notre calibrage en amont, etc. Pas de souci pour utiliser. Et ensuite, donc, on n'aura plus qu'à utiliser. Bon, là, on va récupérer en fait une sensibilité, une sensation de jeu vidéo, alors que du coup, on l'utilise avec la commande oculaire. Et après, bon, si on le souhaite, on peut avoir des jeux un peu plus light et tranquille. Attendez un petit instant, je vois pour essayer de vous montrer ça. Voilà. Ou en fait, bah, tout bonnement, je vais avoir des petits jeux très simples avec plusieurs utilisateurs. Donc, un utilisateur qui lance le dé avec la commande oculaire, par exemple, un utilisateur qui lance le dé bah, au tactile. Voilà. Donc, c'est des jeux vraiment, on va pouvoir faire participer des gens. La mise en place du suivi du regard. On va commencer avec Dulce. Donc, Dulce, qui est une de nos utilisatrices de la commande oculaire. Hop, petite vidéo de présentation. Donc là, ici, Dulce, c'est une jeune qui, au niveau cognitif, au début, on avait pas mal de travail effectué avec elle. Par la suite, bah, avec tout le travail qui a été effectué avec ses professionnels, on a pu mettre en place la commande oculaire. Là, vous voyez qu'elle utilise un assistive touch avec beaucoup de fonctionnalités. Vous verrez que par la suite, justement, bah, quand elle a commencé, elle avait seulement une fonction dans son assistive touch. Et c'est comme ça que crescendo, on va pouvoir avancer et mettre en place bah, la communication, mettre en place cette relation cause à effet. Donc voilà, là vous avez un petit peu Dulce qui utilise sa commande oculaire principalement pour communiquer et aller sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Dulce qui communique, aussi ça. C'est une jeune qui va utiliser bah, du coup sa commande oculaire. Donc là, sur Grid par exemple, elle va pouvoir se déplacer, utiliser la prédiction de mots aussi, parce que du coup, bah, au fur et à mesure du temps, bah, la bibliothèque de prédiction de mots va apprendre son vocabulaire et ça va lui permettre de communiquer assez rapidement. Donc là, par exemple, bon, on ne voit pas très bien, elle a marqué Bonjour, mon nom est Dulce. Donc, quand elle a commencé à utiliser la commande oculaire, c'était une jeune de 6 ans. On a commencé, bah, comme je vous l'ai dit, par de la stimulation visuelle et de la relation cause à effet. Le but, c'était d'amener justement la communication. On a lancé le calibrage, donc bien évidemment, Dulce, quand on a commencé à utiliser son calibrage, on était soit sur du 1 point, soit sur du 5 points.
Et voilà les différentes étapes justement qu'elle a utilisées. Au début, c'était seulement le clic. Ensuite, on a eu le clic et le maintenir et faire glisser. Ensuite, on a rajouté la fonction mettre en pause et l'appui long. Son menu de l'iPad, ben voilà, on avait l'application Hero, une application de jeu, des applications de communication. Donc, c'est comme ça qu'on a amené au fur et à mesure, justement, cette communication, cette relation cause à effet, cette stimulation avec Dulce. Peu d'informations cognitives au début, on va améliorer par la suite. Au niveau des jeux de relation cause à effet, voilà un petit peu ce qu'on pourrait avoir. Donc, en simple clic, donc, je clique et ça fait exploser une bulle. Je clique, il y a un poisson qui va accélérer, ça fait des petites bulles. En action, maintenir et faire glisser. Bah, voilà, je me déplace et j'explose plusieurs bulles. Je me déplace dans l'espace, je peux créer des guirlandes d'étoiles, créer des formes. Et donc, du coup, c'est tous ces petits jeux-là qui vont permettre de travailler la relation cause à effet, mais pas que. On va aussi travailler le suivi du regard. Donc, grâce à tous ces petits jeux-là. Euh, on a évalué aussi un petit peu le profil de l'utilisateur en différentes phases. On a eu une phase de démarrage, comme je vous l'ai dit, avec des fonctionnalités simples, peu d'informations, un paramétrage où ici, par exemple, on avait un temps où on utilisait entre 0,25 et 0,75 pour travailler la relation cause à effet, pour que ce soit plus ou moins rapide et qu'on voit rapidement l'effet qu'il y a derrière justement cette action de clic. Là, je vous donne les informations principales. Je vous laisserai après prendre le temps d'analyser et d'étudier justement tout ça. Pour ensuite aller sur une phase 2 où justement on va aller chercher plus de fonctionnalités. Donc que ce soit dans l'Assistive Touch ou sur le menu possibilité de mettre plus d'options. Rien que la possibilité de rajouter l'appareil photo et de se prendre en photo, voilà, ça va procurer justement cette sensation d'autonomie, de valorisation de soi aussi, parce que la jeune elle est en capacité de faire quelque chose maintenant. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment toute cette approche-là qu'on a mis en place au travers de ces différentes phases d'évolution. Maintenant, par rapport à Edgar. Donc, Edgar, qui lui a plus un profil intellectuel, aucune difficulté cognitive. On va être sur un étudiant en mathématiques, donc là, il finit ses études d'ingénieur en mathématiques. Edgar, il utilise la commande oculaire vraiment dans les moindres détails. Il va même jusqu'à paramétrer, programmer des fonctionnalités directement dans l'iPad. Donc bon voilà, c'est Edgar qui va vraiment utiliser, même sur des applications comme MATLAB, où on va avoir besoin de beaucoup de précision, lui il peut l'utiliser avec sa commande oculaire. Le profil d'Edgar, donc comme je vous l'ai dit, étudiant en mathématiques et physique. Donc là, on était vraiment sur de la communication, de l'accès à l'ordinateur et par la suite de l'inclusion sociale et professionnelle. Et là, sans surprise, on va sur du 9 et du 16 points directement. On a du coup un iPad qui va être beaucoup plus riche en informations. On va avoir ici, par exemple, même un petit message d'alerte, donc directement paramétré dans l'iPad. J'appuie dessus, ça va m'envoyer un message à une personne, envoyer ma géolocalisation et dire j'ai besoin d'aide. Rien que déjà ça, pour le paramétrer et paramétrer pas mal d'autres choses, c'est possible. Juste envoyer un message déjà préprogrammé, j'ai juste à appuyer dessus, ça enverra tout le temps le même message à la même personne. Si j'ai besoin qu'on vienne me récupérer, je peux envoyer directement à mon chauffeur, viens me récupérer. Voilà, à tel endroit, comme d'habitude. Donc tout ça, je peux le faire directement avec l'iPad. Au niveau de la communication et de l'accès, donc, on va utiliser vraiment toutes les fonctions, toutes les applications présentes dans l'iPad et dans l'App Store, en fonction de ce qu'on aura besoin, bien évidemment. Et je veux contrôler ma télé, je vais mettre en place mon réveil, etc. Tout ça, je peux le faire directement avec la commande oculaire. Le profil d'utilisateur indépendant ou autonome, donc ça va être quelque chose de beaucoup plus abouti. On va aller chercher beaucoup plus de paramétrage. Donc, ici, je vais récupérer, comme je vous l'ai dit, le faire défiler, le maintenir et faire glisser, toutes les options qu'on avait tout à l'heure. Je vais pouvoir mettre dans chaque coin de l'écran une fonction, mettre en pause,
activer ou désactiver, le déplacer vers les lèvres, et ainsi de suite. Toutes ces fonctionnalités-là, elles vont être super importantes une fois qu'on les aura bien comprises et bien cernées. Donc voilà pour la partie justement mise en place du regard. Aujourd'hui, on a chez Risbond aussi une nouvelle gamme tactile. Donc on a amené du nouveau matériel en termes de commande oculaire, par je vais vous montrer avec le Versa Eye sous iPad. Et aujourd'hui, du coup, on a aussi une version plutôt une nouvelle gamme tactile, donc avec le Vibe 10 et le Versa Wrap. Donc le Vibe pour Windows et le Versa Wrap pour Apple. On va du coup maintenant passer aux ressources. Thierry, si tu veux, je peux te laisser enchaîner là-dessus. Bon, c'est toi qui as préparé cette gamme, donc je te la laisse. Alors, au niveau des applications gratuites, on va avoir par exemple Live Companion et Seaboard, qui sont des applications gratuites que vous allez pouvoir utiliser et amener dans un premier temps pour faire des tests, par exemple, avant d'acheter ou d'investir sur une application plus conséquente. Vous allez avoir Guestplay et Assistuk, qui sont des bibliothèques de jeux gratuites, donc des jeux de relations cause à effet, etc. Vous allez pouvoir les utiliser avec la commande oculaire. Alors, Guestplay, je ne vous le cache pas que bon, ça a le mérite d'exister, c'est gratuit. Bon, le graphisme est un peu ancien, on va dire, mais vous allez pouvoir déjà amener pas mal de choses avec. Et ensuite, vous avez cette base de données-là, ASC4All, qui répertorie pas mal de logiciels, jeux, matériels. Où vous avez des filtres justement pour aller chercher des jeux, par exemple des jeux ou des logiciels gratuits, pardon. Donc ASC4All ou pareil, sur la bibliothèque, sur la base de données du TechLab, vous allez aussi avoir un moteur de recherche et vous pouvez faire différentes recherches pour avoir accès aux mêmes choses. Au niveau maintenant des distributions et de la distribution et du prêt de matériel. Donc pour Irisbond, nous, on va pouvoir vendre en direct, on va prêter du matériel pour justement faire des différents tests dans différents milieux. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour toute la partie vraiment argumentaire. L'avantage, c'est que quand vous allez avoir la possibilité de tester le matériel, vous allez avoir plus de facilité à argumenter, donc du coup, plus de facilité à convaincre. Et ensuite, on a mis en place aussi une formule de location de matériel. Pourquoi? Parce que différentes pathologies comme la SLA, n'ont pas accès rapidement justement à ces financements pour pouvoir investir sur du matériel. Le but, c'est de leur apporter un service rapide et du coup, du matériel rapidement pour pouvoir communiquer. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place cette location de matériel. Maintenant, elle n'est pas spécifique à la SLA. C'est en fonction des demandes et des profils qu'on va voir comment est-ce qu'on peut aménager justement ce service-là. Ensuite, au niveau des distributeurs, Thierry, si tu veux, je peux te laisser enchaîner là-dessus. Oui, d'autant plus que je les ai appelés juste avant la présentation pour avoir confirmation. Donc, un distributeur, Christophe Imberbe, en région lyonnaise, qui anime la société Simis. Et ce sont les deux principaux là qu'on cite, et la société GIB, basée en région parisienne, qui a la particularité de pouvoir organiser des essais à domicile encadrés par un ou une ergothérapeute. Alors, ces deux sociétés ne prêtent pas de matériel. Alors que c'est parfois mentionné, ou quelquefois du matériel reconditionné chez Gips, mais c'est assez rare. Ce qui m'amène à parler d'initiatives associatives, le TechLab, mon ancien service. Sur leur site, vous pouvez trouver des documents, des fiches techniques, dans la fiche technique dont j'ai parlé déjà sur le Hiroo, un document qui est une étude complète sur conseils autour du thème de la commande oculaire, et surtout vous avez la possibilité d'emprunter du matériel. Ça peut être des oculomètres, deux oculomètres concurrents, mais qui vont vous permettre de faire des essais comparatifs, le PCI 5 de chez Tobii Dynavox et le Hiroo, en commande oculomètre à placer sur un ordinateur, avec tous les conseils téléphoniques pour pouvoir vous aider à l'installation. D'autres matériels sont disponibles en prêt également, sous forme d'appareils de communication alternative, équipés d'une commande oculaire, en tout intégré. Mais il nous faut parler aussi maintenant du dispositif, dia suivante, Walid, s'il te plaît, des éclates.
à connaître absolument. Alors, c'est pas tout à fait nouveau, ça date depuis 2021, mais il y a eu une intensification en 2024 et normalement, le gouvernement prévoit une extension à l'ensemble des départements sur l'année 2025 avec probablement un petit retard, ce sera aussi 2026. Alors, qu'est-ce qu'une éclate? C'est un sigle, c'est bien écrit, équipe locale d'accompagnement sur les aides techniques. Les éclates sont des équipes pluridisciplinaires dont la mission est d'aider une personne en situation de handicap, de trouver des solutions dans le domaine des aides techniques pour une meilleure inclusion. Et à domicile. Leur rôle, aider à choisir les aides techniques, les tester sur le lieu de vie, prêter le matériel, aider à la prise en main, assurer un suivi social, administratif et financier pour les demandes de financement et assurer un suivi durant les premiers mois d'utilisation. En fait, concrètement, même si une éclate dans votre département n'a pas dans ses locaux de commande oculaire et qu'il y a une demande locale, elle aura la mission de nous en procurer une pour l'amener à domicile. C'est donc un excellent outil à connaître. On ne peut que terminer en citant le site monparcourshandicap.gouv.fr parce que sur cette page, vous pourrez trouver l'éclate la plus proche de chez vous en mentionnant le nom de votre département. Le Tech Lab, il est éclate? Il a participé à la demande comme prestataire de service à des éclates. À ma connaissance, il ne l'est pas. Ok. Et à ma connaissance. Bon, du coup, il ne faut pas hésiter à aller voir parce qu'il y a différents. Après, même si c'est un centre de ressources comme le Tech Lab, donc il n'est peut-être pas éclate, mais voilà, il y a pas mal de dispositifs présents sur le territoire. Il ne faut pas hésiter justement à les contacter pour avoir un accompagnement, pour avoir des conseils, etc. Ils sont là pour, et il ne faut pas hésiter à utiliser cette ressource. Oui, Walid, nous nous sommes rencontrés récemment au colloque de l'association du Lockheed Syndrome et un ergothérapeute, je ne vais pas retrouver le nom ici, a fait une présentation du fonctionnement des éclates sur la partie de l'après-midi. Donc, sur le site de l'association du Lockheed Syndrome, vous retrouverez l'intégralité de sa conférence sous forme de vidéo pour avoir une appréciation sur le mode de fonctionnement et de financement de ces nouvelles équipes. Alors, ensuite, comme ressource, chez Irisbond, on a créé une base de connaissances dans laquelle vous allez avoir du coup différents articles, différentes vidéos, différents tutos pour pratiquer la commande oculaire. Alors, que ce soit juste sur le Hero et l'iPad ou sur le Hero et Windows. Vous allez aussi avoir la feedback community. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté qu'on a créée, une communauté d'utilisateurs qui nous font des retours sur leur utilisation. Des fois, c'est juste des personnes qui veulent tester et qui nous font un retour par la suite. Bon, soit en nous donnant des axes d'amélioration, soit en nous disant, voilà, moi j'ai utilisé sur telle pathologie ou dans telle situation, ça a très bien fonctionné, donc du coup, je vous le recommande, etc. Donc c'est vraiment une communauté où on va pouvoir avoir pas mal de retours, que ce soit pour nous améliorer le matériel, le logiciel, ou pour donner on va dire des conseils aussi à d'autres utilisateurs potentiels. Notre chaîne YouTube, sur laquelle vous allez avoir pas mal de tutoriels d'utilisation, de mise en place, d'installation du matériel, et peut-être aussi de logiciels de communication et ainsi de suite. Et voilà. Donc, écoutez, merci à tous, déjà dans un premier temps, de regarder cette vidéo, ce webinaire. Encore désolé pour la fois passée où on a quelques petits soucis techniques. Je reste disponible pour toute demande d'accompagnement, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon numéro et mon mail qui s'affichent ici. Je vous enverrai la vidéo, j'enverrai la vidéo à toutes les personnes qui se sont connectées ou qui se sont inscrites au webinaire. Il y avait une 50aine de personnes qui étaient inscrites. Et donc, du coup, voilà, pour un premier webinaire, c'est déjà très, très bien. Petite information, j'ai un autre webinaire qui est en cours de préparation sur la CA et la scolarité. Et donc, du coup, qui sera plutôt aux alentours de septembre, octobre, pour vraiment amener cet outil, donc la CA, la commande oculaire et justement
tout l'axe de la scolarité. Je laisse du coup Thierry aussi finir sur tout ça. Alors, un petit mot de la fin, j'aurais tendance à revenir sur les essais, en rappelant encore que nous sommes en 2025 et encore trop de personnes, même parmi les professionnels, considèrent que la mise en place d'un dispositif de commande oculaire nécessite des connaissances particulières, d'être un peu expert. Je témoigne que au moins sous Windows, 80%, si pas plus, des réglages sont accessibles intuitivement. Aussi, ma recommandation pour les professionnels, c'est certainement pas d'attendre d'en avoir un besoin dans un service, mais profiter de quelques solutions en espérant qu'elles deviennent de plus en plus nombreuses avec les éclats, de pouvoir faire venir un matériel en essai pour vous familiariser avec cette technique parce qu'elle nécessite quand même de la prise d'habitude parce qu'on va perdre. Vous allez perdre au départ, et ça, il faut passer ce cap, toute rétro-information tactile que vous avez sur une souris ou sur une autre technique. Et pour les maladies acquises, c'est une étape que doit franchir le malade, c'est apprendre à travailler avec des possibilités qu'il a. Le suivi oculaire, il l'avait. Maintenant, gérer ces possibilités sur un écran, ça nécessite une certaine adaptation. Mais certains y arrivent très vite et certains y travaillent un nombre d'heures conséquent. Voyez ce que fait Pon, pour ne citer qu'un seul Français qui utilise la commande oculaire pour partager ses compositions musicales. Je terminerai aussi en disant que, en rappelant aux utilisateurs qu'ils ont le droit d'exiger des essais comparatifs et, si possible, dans la durée pour justement s'approprier le matériel et avoir une décision mûrement réfléchie. Et c'est la condition pour ramener des informations qui permettront de construire des bons argumentaires. Voilà pour les 2 points essentiels. Et surtout, je terminerai en disant que avant de faire cette présentation, je suis fait prêter un matériel pour actualiser un petit peu mes connaissances. Et tu n'as pas parlé du suivi technique, de l'assistance technique. J'ai rencontré un problème. Et ce problème, je m'y attendais pas parce que je ne l'ai jamais rencontré auparavant. Et grâce à toi, Walid, tu m'as mis en liaison avec des techniciens qui ont très rapidement, par contrôle à distance de mon ordinateur, détecté l'anomalie qui était la présence d'un antivirus qui empêchait le logiciel EasyClick de se comporter et donc d'activer ma webcam. Et ça a été détecté en 15 minutes, alors que cet antivirus ne s'était jamais manifesté auparavant pour m'empêcher de travailler sur ce genre de dispositif. Donc, c'est une garantie quand on recherche une solution comme un. Vous n'êtes pas seul. C'est appréciable. Ouais, effectivement. Bon, merci Thierry de le souligner. Alors, juste rapidement pour le support technique. Donc, quand il y a un souci qui apparaît, peu importe, je suis le premier rempart, on va dire, le premier accompagnement. Si ça devient plus technique et que ça prend plus de temps, etc., donc j'envoie ça aux équipes support en Espagne qui peuvent prendre le contrôle à la distance des machines. Donc eux, après, ils font leur petite tambouille, ils vont chercher vraiment quel est le souci. Dans le cas où, à distance comme ça, ce n'est pas possible de résoudre le problème, nous, ce qu'on va faire du coup, c'est vous proposer de récupérer le matériel. On vous en envoie un autre, le temps de faire les tests, etc. Comme ça, vous ne perdez pas cette possibilité de communiquer, cette possibilité d'interagir, de travailler, de naviguer sur Internet. Voilà. Une fois que c'est fait, on vous renvoie le matériel, on fait un échange de bons procédés et vous avez la possibilité après ça d'utiliser comme vous le souhaitez. Donc, on essaie vraiment d'accompagner un maximum parce que la personne qui utilise, faut se dire qu'elle n'est pas toute seule, qu'après l'achat, on est toujours présent pour accompagner. Et voilà. Du coup, je remercie Thierry beaucoup pour m'avoir accompagné sur ce webinaire et merci à tous pour avoir visionné tout ça. Portez-vous bien. Et voilà, on finira sur ça. Un monde de possibilités, jouez, amusez-vous, apprenez, communiquez, contrôlez votre maison intelligente et vivez la CA. Ne l'oubliez pas, il faut communiquer. Donc voilà, merci à tous et on se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir.